Bonjour à tous. Donc, je me présente tout d'abord, Romain Campillo, chef du service en charge de la prévention des risques industriels à l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais essayer de vous énoncer quelques-uns des enseignements qu'on tire de l'accident de Lubrizol, bien sûr sans avoir la prétention d'être exhaustif sur les 40 minutes de mon intervention. Donc, je vous propose dans un premier temps de revenir sur le déroulé de l'accident, puisque c'est toujours riche de revenir sur le pas à pas. J'évoquerai ensuite rapidement les enquêtes qui ont été diligentées à la suite de cet accident pour répondre, on va dire, aux nombreuses interrogations qui se sont faites jour. Je passerai un peu plus de temps sur le plan d'action gouvernemental qui a été dévoilé en février puis en septembre par les ministres. Et enfin, j'évoquerai très rapidement la mise en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ce sera le sujet plus en détail de l'intervention qui me suivra. Donc un point de situation sur la zone accidentée. Donc ça s'est déroulé dans une zone industrielle à 3 km de Rouen, et ça a impliqué 3 sites différents. Donc le site de Lubrizol, ici identifié site A, qui fabrique des additifs et des huiles pour moteurs, pour lubrifiants industriels, pour carburant. Un site classé Seveso seuil haut et qui a fait l'objet d'un PPRT, donc un plan de prévention des risques technologiques que je ne présente pas puisqu'on est à Grenoble. Je souhaite juste attirer votre attention sur le fait que la démarche de réduction des risques à la source de ce PPRT, qui a été approuvé en 2014, a permis de supprimer 2 cuves GPL qui se trouvaient à l'endroit où l'incendie s'est déroulé, et a permis de déplacer également une cuve d'acide chlorhydrique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient souvent sur l'accident et ses conséquences, mais il me semble important de noter que les démarches de prévention des risques permettent aussi d'éliminer des risques à la source dont on ne voit pas les conséquences lors des accidents par définition. Le deuxième site, c'est le site de Normandie Logistique, donc identifié B sur l'image, un site d'entreposage connu sous le statut déclaratif auprès de l'administration. Et enfin, un troisième site qu'on a peu souvent cité, un site de traitement de déchets identifié C sur l'image. L'événement débute à 2h40 au moment où on détecte l'incendie. Cette détection, ce signalement est fait par un employé du site C qui fait sa ronde. Et donc, au moment où l'alerte est donnée, les flammes font déjà plusieurs mètres de haut, puisque le site C le site de Lubrizol est masqué depuis le site C par un des bâtiments de Normandie Logistique. À 2h52, les pompiers arrivent sur site et déclenchent les premiers moyens manuels, donc un rideau d'eau qui protège un des bâtiments, donc identifié A4 de Lubrizol. À 3h, les contenants mobiles qui se trouvaient dans la zone ont fondu à cause de la température et ont répandu leur contenu sur le sol, engendrant des nappes enflammées qui propagent l'incendie au bâtiment 3, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en gros c'est le bâtiment gris qui est à l'horizontale, le bâtiment 2 et 1, donc celles qui sont sur votre droite, et puis aux espaces de stockage extérieur de Lubrizol. Entre 3h20 et 4h, les pompiers et les employés du site de Lubrizol déplacent les produits les plus dangereux, ceux qui sont toxiques, hors de la zone à risque. À 3h28, le périmètre de sécurité est établi à 300 mètres. À 3h34, le bâtiment A4 prend feu. À 3h45, le centre opérationnel départemental est activé et le périmètre de sécurité est porté à 500 mètres. À 4h, la première information de l'accident est annoncée à la radio. À 4h15, les réserves d'eau du site arrive à épuisement. Le sprinklage qui protégeait jusqu'à présent le bâtiment A5 se termine. Le temps de se replier sur le réseau d'eau publique, le bâtiment A5 est en proie aux flammes. Dans un second temps, donc l'embrasement va faire exploser des fûts
qui vont projeter des fragments de toit composés de fibrociment à l'extérieur du site, ce qui a été largement commenté. À 4h50, la préfecture publie le premier message sur les réseaux sociaux. À 5h, le plan particulier d'intervention est déclenché. À 5h15, le premier communiqué de presse est publié. À 5h35, les bouteilles de gaz qui étaient stockées à proximité immédiate du bâtiment A5 explosent. Le lever du jour à 8h, entre 6h et 8h, permet les premières reconnaissances aériennes. À 6h, il est fait appel à la CASU, donc la cellule d'appui aux situations d'urgence de l'INERIS, qui permet de modéliser la composition du panache de fumée, grossièrement avec les informations dont on dispose, et les premières sa dispersion. Les premières recommandations de mise à l'abri sont édictées pour 13 communes. À 6h24, le préfet prend la parole à la radio. À 6h45, il est annoncé la fermeture de 225 établissements scolaires. À 7h, le plan Polmar de prévention des pollutions maritimes est activé. À 7h45, les renforts des entreprises extérieures qui viennent suppléer en eau et en émulseur les moyens du Lubrizol arrivent. Et les sirènes PPI du site ne sont déclenchées qu'à 7h50. À 10h30, le feu est circonscrit et les renforts des pompiers provenant d'autres départements arrivent sur place. La cellule de crise au CHU de Rouen est activée. À 13h, le feu est maîtrisé. À 14h, le barrage Polmar est en place. À 14h30, le préfet adresse un message au maire. À 15h, seuls quelques points chauds subsistent, mais il continue de dégrader certains produits qui émettent des substances odorantes qui sont perceptibles jusqu'à plusieurs kilomètres autour du site. Donc un petit bilan avant-après de l'incendie. Vous voyez l'ensemble des stockages extérieurs et A5, A4 ont été entièrement détruits pour le site de Lubrizol. Les bâtiments 3 et 4 sont entièrement détruits pour le site de Normandie Logistique, avec une destruction partielle des bâtiments 1 et 2. Je reviens rapidement sur le bilan de cette phase accidentelle. Donc l'incendie se sera propagé sur près de 3 hectares, avec un panache de fumée gigantesque étendu sur 22 km et 6 km de large. On a constaté des retombées de suite jusqu'à 100 km du point de l'incendie. Ce sont 9500 tonnes de combustible liquide qui ont été brûlées et 1300 fûts qui restent en décomposition après l'incendie. Les moyens mis en œuvre sont considérables, je ne les détaille pas. Je reviendrai simplement sur les débits d'eau qui ont été, de solutions moussantes et d'eau d'extinction qui ont été mis en œuvre et qui sont considérables. Concernant le volet gestion d'alerte et communication, donc ce sont 237 sites d'enseignement qui ont été fermés durant 2 jours, des restrictions sanitaires sur les produits agricoles qui ont été édictées pour 216 communes durant 26 jours, et une enquête de santé post-accident qui a été annoncée sur l'ensemble des personnels de secours et sur les populations des 216 communes qui ont été survolées par le panache de fumée. Sur le bilan humain, il faut rappeler les faits, à savoir que cet incendie n'a généré aucun mort ni aucun blessé grave, ce qui, au vu de certains événements accidentels récents, on voit que c'est pas systématiquement acquis. Les principaux effets étant dus aux fumées, qui ont incommodé un grand nombre de personnes, donc 254 personnes qui se sont présentées aux urgences dans les 20 jours qui ont suivi l'accident, 9 qui ont été hospitalisées pour moins de 5 jours, et puis un grand nombre de gènes occasionnés par les odeurs incommodantes, parfois accompagnés de symptômes désagréables. Le bilan humain n'est pas complet puisqu'il reste à mener une étude épidémiologique sur les habitants des régions Normandie et Hauts-de-France qui ont été survolés par le panache de fumée. Et donc, c'est un bilan qui mettra plusieurs années à être complètement établi. Sur le bilan environnemental, je le disais, donc 20 000 mètres cubes d'eau d'extinction, une pollution dans la Darse, dans laquelle s'est déversée une partie de ces eaux, qui a engendré une mortalité piscicole et le mazoutage de certains oiseaux,
Il aura fallu 21 jours, malgré les opérations de pompage des produits surnageants et des opérations de dragage, il aura fallu 21 jours pour revenir à un état écologique bon. Au-delà de la DART, l'impact écologique a été jugé plutôt limité. Et pour faire la lumière sur l'ensemble de l'événement, c'est la première fois qu'on déploie un protocole aussi large de prélèvement dans les matrices végétaux et sols, qui à ce jour met davantage en lumière une pollution historique que les conséquences de cet épisode. Le bilan matériel, donc de nombreuses déclarations de sinistres, des dépôts de suie importants dans toute l'agglomération de Rouen, 3000 exploitations agricoles concernées par des restrictions préfectorales et puis des pertes pour les activités économiques locales dues au confinement de la population. Donc après avoir balayé le déroulé et puis le bilan, je souhaite revenir sur quelques-uns des axes de progrès qui ont été identifiés dans la gestion particulière de l'accident. Je laisse de côté pour le moment le volet alerte et communication. Le premier, c'est l'alerte de l'incendie. Donc on l'a vu, c'est reposé sur des moyens humains. Donc l'alerte a été donnée plutôt tardivement, à un moment où vraisemblablement les flammes étaient déjà difficilement maîtrisables. Ensuite, le deuxième élément, c'est la propagation rapide de l'incendie. Dans une zone où il y avait de nombreux produits combustibles et de nombreux produits inflammables, dont une grande partie était contenue dans des grands récipients vrac, dont vous voyez une illustration. Ces grands récipients vrac sont en plastique qui fond sous l'effet de la chaleur et qui répand le contenu au sol. Si ces liquides sont combustibles ou inflammables, ils prennent feu et donc ils répandent, ils propagent l'incendie d'une part et d'autre part ils gênent l'intervention des services de secours. Ces produits auraient dû peut-être être récupérés dans des rétentions, mais celles-ci se sont avérées limitées vu l'ampleur de l'incident. Les rétentions sont prévues pour accueillir une partie du contenu des fûts. Donc là, on l'a vu, il y a l'ensemble des fûts qui s'est effacé. Et à cela, il fallait ajouter les eaux d'extinction qu'on a vues très volumineuses. Donc, de facto, ça a débordé. Et une partie de ces rétentions ont été déportées, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvaient pas directement sur la zone du sinistre, elles étaient dans d'autres parties avec un système de canalisation. Et ces rétentions déportées ont été isolées pour éviter la propagation de l'incendie à des zones qui n'étaient pas touchées. Donc là aussi, on y reviendra dans la partie plan d'action gouvernementale. Enfin, des capacités d'extinction du site qui ont montré leurs limites. Donc le site A, on l'a dit, la réserve d'eau a été épuisée au bout d'1h30, ce qui a conduit à l'arrêt du sprinklage dans le bâtiment A5. Et puis sur le bâtiment B, il ne disposait pas de réserve d'eau, il n'avait pas de dispositif de sprinklage et les moyens manuels qui existaient n'ont pas pu être mis en œuvre faute de présence humaine et puis ensuite faute d'accès possible à la zone du sinistre. Voilà, donc ces quelques éléments de retour ont pu être formalisés dans le cadre des nombreuses enquêtes qui ont été diligentées à la suite de l'accident, certainement en réaction aux demandes de transparence et puis au besoin de faire progresser les mesures de prévention des risques. Je les classe en trois grandes parties. La première, c'est l'enquête administrative qui a été diligentée par la DREAL pour établir les causes de l'accident et les conditions de reprise de l'activité du site, puisque même si l'accident a eu lieu sur 3 hectares, cela ne représentait que 10% du site de Lubrizol, les activités de production n'ayant pas été touchées, et donc l'exploitant ayant fait la demande quelques mois après l'accident de reprendre les activités de production. Un gros bloc qui est tout le retour d'expérience et le conseil au gouvernement et aux législateurs pour adapter la politique de prévention des risques technologiques et la gestion de crise. Donc là, vous voyez une mission d'information de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête du Sénat, un rapport des inspections générales du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Économie,
et un rapport sur des inspections générales interministérielles, donc qui s'ajoutent. Donc c'est le ministère de l'économie, ministère de la transition écologique, affaires sociales et ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Donc affaires sociales, tout ce qui est santé, solidarité. Donc ça, c'est le deuxième bloc qui a largement nourri le plan d'action gouvernemental que je vais présenter dans un instant. Et puis le troisième bloc, c'est l'enquête judiciaire qui est toujours en cours et qui, elle, vise à établir les responsabilités de l'accident. Donc si un certain nombre de rapports sont déjà parus, pour cette dernière enquête, elle reste sous le sceau du secret de l'instruction. Donc on n'a pas davantage d'éléments que ça à cette époque. Tout le reste est disponible. Enfin, tout le reste, je ne sais pas si l'enquête administrative réelle est disponible, mais les rapports nationaux sont disponibles en libre accès sur Internet, donc je vous ai mis les liens pour ceux que ça intéresse. Alors, le plan d'action gouvernemental qui s'appuie sur ces nombreuses analyses et ces nombreux conseils a été dévoilé en 2 temps. Un premier temps par la ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Borne, le 11 février 2020. Un deuxième temps par le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Transition écologique le 24 septembre 2020, quelques jours avant la date anniversaire de Lubrizol. Ce plan s'articule en 5 axes. Donc un axe, anticiper, faciliter la gestion de crise. Donc ça, c'est tout ce qui est plan particulier d'intervention. Voilà, la façon dont on peut anticiper un certain nombre de sujets comme les prélèvements environnementaux, la protection sanitaire des populations. Un deuxième axe, renforcer la culture du risque et la transparence. Donc ça, c'est davantage sur les suites qui sont données au contrôle sur les établissements, sur les produits qui sont stockés à l'intérieur des sites, au sein des sites industriels. Un troisième axe qui est le renforcement des mesures de prévention des accidents. Ça, concrètement, c'est le renforcement de la réglementation ICPE. Un quatrième axe qui est renforcer le suivi des conséquences sanitaires et environnementales d'un accident. Donc ça, c'est tout ce qui est pris en compte des effets long terme d'un accident, puisque jusqu'à présent, on était beaucoup concentré sur la gestion des effets directs et immédiats. Et enfin, renforcer les moyens de contrôle et d'enquête. Donc ça, c'est le bureau enquête accident notamment, et le renfort de l'inspection des installations classées. Alors, un petit focus sur quelques-unes de ces mesures. Hein, je peux bien évidemment pas être exhaustif. Donc, sur l'information du public, la décision a été annoncée de passer à un système de cell broadcast d'ici 2022. Donc c'est pour répondre aux critiques qui avaient été faites sur le déclenchement de l'alarme PPI, de la sirène PPI qui avait été tardive. Bon, je sais pas quelle aurait été la décision dans d'autres circonstances, mais il faut bien imaginer que la sirène PPI était déclenchée pour confiner les populations, et donc la décision de ne pas réveiller les gens à 2h du matin pour leur dire qu'il fallait rester chez eux peut s'entendre. Dans la mesure où il est difficile de garantir que les populations sont correctement informées des différences entre les différents types de sirènes. Donc le dispositif de cell broadcast, donc qui se base sur un envoi d'SMS à l'ensemble des terminaux mobiles qui sont connectés à des antennes relais d'une certaine zone, vise à être plus lisible et à donner des précisions écrites qui ne reposent pas sur une préconnaissance des populations. Donc, à cause des évolutions techniques qu'il faut mettre en œuvre, ce sera effectif d'ici 2022. Le deuxième point, c'est l'intégration dans les plans Orsec et des plans particuliers d'intervention des mesures immédiates à mettre en œuvre pour protéger les populations des conséquences sanitaires. Ça, concrètement, on attend des directives du ministère des Solidarités et de la Santé qui visent à être génériques et qui seront intégrées dans la politique de gestion de crise des pouvoirs publics. La question de l'information et de la concertation autour des sites a aussi été posée.
On s'est rendu compte avec l'accident du Lubrizol qu'il y avait un certain nombre de riverains qui semblaient découvrir les risques liés au site industriel à côté duquel ils vivent. Donc, ce qui pose question, puisque à la fois les exploitants et les pouvoirs publics on passe du temps dans des commissions de suivi de site, font un certain nombre d'actions d'information qui manifestement ne touchent pas l'ensemble du public visé. Donc, il a été annoncé une mission, un groupe de travail national pour réfléchir à la modernisation de ces outils-là et voir en quoi ils pourraient être adaptés aux années 2020. Sur la partie réglementation ICPE, donc quelques points que je mets en exergue également. Sur les plans d'opération internes, ceux-ci sont désormais obligatoires pour l'ensemble des Céveso seuil bas. Et les obligations sont désormais faites aux exploitants pour tester à une fréquence renforcée ces POI. Donc, ils deviennent soumis à exercice au moins tous les 3 ans et tous les ans pour les Céveso seuil haut. Les produits de décomposition dont on a beaucoup parlé à la suite de l'accident. Donc il faut savoir que c'est une problématique qui est assez technique, puisque vous imaginez, à Lubrizol, c'était, je crois, près de 600 références produits différentes. Il faut imaginer qu'en fonction de la température à laquelle ils sont décomposés, ils peuvent émettre des produits eux-mêmes différents. Et qu'il n'y a bien entendu pas que les produits qui sont stockés qui émettent des substances, il y a aussi les grands récipients vrac dont je parlais, il y a aussi le bâti, si jamais il vient à être détruit. Donc tout ça est assez complexe. En tout cas, il est prévu que ce soit mentionné dans les études de danger à l'avenir par type de produit susceptible d'être émis en cas d'incendie. L'objectif étant bien sûr de savoir quels sont les produits qu'il faut chercher en priorité dans l'environnement. La question des prélèvements environnementaux, justement, il est désormais prévu que les plans d'opération interne anticipent des plans de prélèvements environnementaux, à la fois sur les substances à rechercher, mais aussi les moyens de prélèvement, à la fois matériels et humains, pour être en état de réagir rapidement lors d'une crise et de faire les premiers prélèvements à chaud durant la phase de l'accident. On inclut aussi un volet de remise en état et de nettoyage de l'environnement après un accident majeur. Ça, concrètement, c'est par exemple le nettoyage des suies tels qu'on les a observés à Lubrizol. Un point sur les stockages de liquides inflammables et combustibles. L'évolution des textes réglementaires est assez fournie à ce sujet. Donc, j'en dirais que les grandes lignes. Leur objectif est tourné vers l'évitement d'une nappe enflammée dont on a vu que non seulement elle propage l'incendie rapidement, mais de plus elle gêne l'intervention des services de secours. L'objectif, c'est d'éviter les récipients mobiles fusibles pour les liquides les plus inflammables, dont on a vu que ça posait problème, de renforcer les prescriptions en matière de distance d'éloignement des stockages, donc des stockages entre eux, avec une logique de compartimentage pour éviter d'avoir des stockages trop importants, et une logique d'éloignement des stockages extérieurs vis-à-vis des limites de site pour éviter des effets dominos externes et vis-à-vis des bâtiments pour éviter des effets dominos internes. La question des rétentions qui devront être, dont la capacité devra être renforcée, désormais pour les récipients mobiles et susceptibles de s'effacer lors d'un incendie. La totalité de leur contenu, de leur contenance devra être prise en compte dans les rétentions, de même que un certain volume d'eau d'extinction et d'eau d'intempéries, puisque si vous avez des rétentions externes, parfois à Rouen, j'imagine qu'elles ne sont pas forcément sèches lors d'un accident. Il y a aussi un volet sur le renfort des moyens de détection incendie et de surveillance des installations, puisqu'on a vu
Ça fait partie c'est critique pour donner l'alerte le plus tôt possible et pour que les moyens d'intervention arrivent au moment où l'incendie est encore maîtrisable. Un gros volet entrepôt, là aussi très technique, sur lequel je vais donner que quelques informations, donc on pourra y revenir si vous avez des questions. L'objectif est de renforcer toutes les prescriptions de défense incendie. Les plans de défense incendie sont désormais obligatoires. Il est question d'éloignement des stockages extérieurs vis-à-vis des bâtiments. Il est demandé aux exploitants une étude pour vérifier l'absence d'effets dominos vers des bâtiments voisins ou vers des sites voisins en cas d'incendie. On en a parlé, désormais les rapports de l'assureur seront mis à la disposition de l'inspection des installations classées. Pour les nouvelles cellules, donc les entrepôts qui seront construits, des dispositions constructives seront renforcées en cas de stockage de liquide combustible. Et puis pour les plus gros entrepôts soumis à autorisation, ils seront soumis aux mêmes règles que pour les Céveso, à savoir ils devront mentionner les produits de décomposition et les mesures environnementales qu'ils doivent prévoir en prévision d'un éventuel accident. La question de la connaissance des états de stock, qui a largement fait parler, il sera demandé aux exploitants de tenir à jour quotidiennement leur état de stock, à la fois par type de substance, mais aussi par zone d'entreposage. Il faut bien se rendre compte que c'est pas une disposition anodine en matière de gestion d'un site, puisque ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez votre conteneur ou votre palette de place au sein même du site, il faut que vous passiez des mouvements de stock dans votre logiciel de gestion. Donc ça veut dire flasher des codes barres, etc. Donc ça peut demander une organisation particulière. Et puis il sera demandé aussi qu'une version de cet état de stock soit synthétique et rendue lisible pour pouvoir la communiquer au public en cas d'accident. Sur le volet renforcement des contrôles, il est affiché la volonté de publier les suites des inspections qui sont conduites par l'Adréal. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on publie déjà un certain nombre de rapports d'inspection. Donc il est prévu d'étendre cette pratique au niveau national. Donc ce sera mis en œuvre dans les mois qui viennent. La création d'un statut de vigilance renforcée qui a été annoncé par la ministre le 24 septembre. L'objectif étant de demander aux exploitants les plus défavorablement connus de l'administration un plan de mise en conformité un peu global qui s'engageront à tenir devant la ministre. Et donc, il fera l'objet de points réguliers au niveau ministériel et qui pourront donner lieu à communication presse. Enfin, vous l'avez noté, la création d'un bureau enquête accident dont l'objectif est qu'il puisse investiguer en profondeur des accidents majeurs. Donc, on entend par accident majeur les accidents qui touchent les sites Céveso seuil haut et les accidents qui présentent un intérêt technique en termes de retour d'expérience. J'en viens maintenant à la mise en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je le disais, je vais juste évoquer deux grandes mesures, puis je laisserai le soin à mon collègue de compléter dans le concret. Donc, la première mesure, c'est l'augmentation du nombre d'inspections qui est prévue au niveau national, une augmentation de plus de 50% entre 2019 et 2022, dont, bien entendu, Auvergne-Rhône-Alpes se déclinera dans la région. Et puis peut-être une action qui est passée un peu plus inaperçue, c'est une grande action nationale là aussi d'inspection de l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement qui se trouvent à moins de 100 mètres d'un établissement Céveso, qu'il soit à seuil haut ou seuil bas. Et c'est une action qui, compte tenu du nombre de sites, va s'étaler entre 2020 et 2022.
L'objectif étant d'éviter d'avoir des entrepôts à proximité de sites Céveso qui pourraient engendrer ou être victimes d'effets dominos. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Je vous laisse vous présenter, formuler vos questions que je vais devoir reformuler pour pouvoir la faire passer auprès de nos collègues qui nous écoutent en visioconférence. Question courte, s'il vous plaît. Merci. Oui, je m'appelle Pierre-Louis Serrero, je suis président de l'association Civipol, qui est le regroupement des unions de quartier et associations d'habitants à l'échelle de la métropole. Moi, j'ai deux questions, j'en ai plusieurs en fait. C'est, je n'ai pas de culture industrielle, donc je ne me rends pas compte. Est-ce que 13 heures pour traiter une telle crise, est-ce que c'est peu, normal ou beaucoup? D'autre part, fermer les établissements scolaires seulement 2 jours, est-ce un délai suffisant pour les rendre à nouveau sûrs et les décontaminer? Je ne sais pas. Donc je demande, vous avez dit qu'il y a dans la biographie de nombreuses enquêtes, est-ce qu'il y en a d'autres en dehors de l'enquête judiciaire et des rapports que vous avez cités? Et 3, est-ce que l'étude épidémiologique de suivi de la population, quand est-ce que les résultats vont être suivis? J'en avais une autre sur la déclinaison locale des 5 axes, mais bon, je pense que si j'ai bien compris, ça sera traité après. Bien, on va décortiquer sur la question des délais d'intervention. N'hésitez pas dans la salle, il y a des officiers de sapeurs-pompiers. 13 heures, est-ce que c'est une intervention qui s'est faite dans des délais raisonnables ou pas? Y a-t-il des retours d'expérience dans la salle? Au capitaine Père du 10-38 qui est dans la salle, je laisse prendre le micro, merci. Alors, la question c'est, est-ce que 13 heures, si tu peux répéter François s'il te plaît. Oui, est-ce que la durée de l'intervention, j'entends en matière de gestion de crise, pour circonscrire le sinistre, 13 heures, c'est une durée raisonnable au regard de l'événement du Brisol? Oui, alors bonjour, le capitaine Père du SDIS de l'Isère, avec mon collègue le capitaine Marat, et bonjour aux collègues qui sont en visio. Alors 13 heures, en fait, une durée d'intervention, elles sont très variables. C'est très difficile de vous dire si c'est faible, pas faible, ou si c'est trop important. Il y a plusieurs composantes. Il y a, dans un premier temps, sauvegarder les victimes. Donc là, il n'y en avait pas. En tout cas, il n'y avait pas de victimes immédiates et de décès observés. Pour autant, on a eu des personnes à confiner, à surveiller. Il y a toute une étude épidémiologique qui est en cours. Donc l'intervention, est-ce qu'elle est finie quand on prend en compte le périmètre de l'étude épidémiologique? Non, elle n'est pas finie. Pour autant, l'intervention des secours et des sapeurs-pompiers, elle est finie à partir du moment où le feu est éteint, que toute reprise de feu n'est plus observée. Il y a la partie de la pollution aussi qui, elle, dans les eaux d'extinction, dans la darse qui ont été observées. Est-ce que 13 heures, c'est court? Oui, c'est une intervention qui se réalise rapidement, mais pour autant, le service de secours était présent au-delà des 13 heures. Les sapeurs-pompiers étaient encore présents. Voilà. Donc, c'est une question qui est très difficile à répondre. Des interventions très spectaculaires se font en quelques heures. Je prends dans la région des interventions qui, oui, effectivement, ça peut être surprenant, mais ça peut aller vite, oui. Merci, mon capitaine. Sur la question des délais sur le nettoyage des 48 cours d'école, 2 jours, je ne sais pas qui veut s'exprimer là-dessus. Pas de remarque particulière? Oui, je peux tenter une réponse. Le nettoyage des cours d'école, c'était pour le nettoyage des suies, en fait, pour éviter que les enfants soient en contact avec ces matières-là. Si les écoles ont été réouvertes après 2 jours, c'est que les cours d'école avaient pu être nettoyés pour qu'il n'y ait plus de risque. Voilà. Mais le risque n'était que celui des dépôts de suie. On va prendre l'autre question. Madame, présentez-vous, s'il vous plaît. Question courte, s'il vous plaît.
Appuyez sur le bouton. Excusez-moi. Voilà. Parlez bien fort et présentez-vous. Merci. Bonjour et merci de vos présentations fort intéressantes. J'en retiens certaines remarques. Effectivement, je rejoins ce qu'a dit notre collègue. C'est le manque d'information de la population. Alors effectivement, vous ne vouliez pas réveiller les gens, mais je pense que dans certains cas, le réveil est nécessaire parce que quand ils se lèvent et qu'ils constatent la réalité, ils sont encore plus mal à l'aise de ce qui s'est passé en leur absence. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que l'information qui nous a été donnée, de donner les informations sur les smartphones, tout le monde n'a pas de smartphone d'une part, et d'autre part, la nuit en général, on l'arrête si on est quelqu'un qui réfléchit un petit peu à l'utilisation. Par conséquent, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour informer la population. Et deuxième question, et j'en suis ravie, il est question de renforcer les inspections de la part de l'Adréal, tant mieux, si ce n'est qu'il ne faudrait pas faire disparaître les postes simultanément. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'indispensable, c'est renforcer le personnel des DREAL et non pas le minimiser. Merci. Oui, alors la question vers M. Campillo, à savoir sur l'efficacité de l'information et de l'alerte, et via notamment les moyens redondants, alerte, technologie, smartphone. Vous évoquiez, M. Campillo, le cell broadcast, peut-être clarifier pour certains qui nous écoutent. Et deuxième élément, les effectifs. Par exemple, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a entendu plus 50% et vous allez vous y astreindre de 2019 à 2022. Est-ce que vous aurez un effectif constant ou il va être consolidé? Dites-nous tout. Alors, sur la partie information des populations, le cell broadcast ne vise pas que les smartphones. L'objectif, c'est que l'ensemble des téléphones, y compris téléphones classiques, reçoivent un SMS. Donc, à la différence du dispositif SAIP, donc vous savez, l'application du gouvernement pour informer en cas de péril, notamment alerte attentat ou quoi que ce soit, qui là, c'est une application, donc ça ne fonctionne que sur smartphone. L'objectif du cell broadcast, c'est que ce soit accessible à l'ensemble des terminaux, y compris qui ne le soient pas. Donc tous ceux qui peuvent recevoir un SMS. Ensuite, bien entendu, ça ne veut pas dire que le jour où on aura ce dispositif-là, on arrêtera d'employer les sirènes. Certainement qu'il y aura redondance des moyens d'alerte. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça permet de donner peut-être plus d'informations pour ceux qui sont en mesure de la recevoir par ce canal-là qu'une sirène où voilà, les tonalités ne sont peut-être pas connues de l'ensemble des riverains. Alors, sur les effectifs de l'Adréal, donc pour être complètement transparent, je n'ai pas les effectifs de l'Adréal pour l'année 2021. En tout cas, il est annoncé au niveau national un renfort du nombre d'inspecteurs, donc 30 inspecteurs de plus en 2021 et quelques dizaines de plus en 2022. Donc j'imagine que Auvergne-Rhône-Alpes aura sa part de ces renforts. Alors, on a des réactions sur le chat de l'interface Zoom. Donc on précise, alors désolé pour ceux qui réagissent parce que je n'ai pas les noms des personnes qui ont réagi, que les écoles ont été fermées 4 jours et non 2. Je crois que de mémoire, c'est dans le rapport ARIA qu'il est signalé que les écoles ont été fermées 2 jours pour le nettoyage. Il faut savoir également que le cell broadcast, et je salue Guillaume Bréjassou, puisque le Spiral tiendra la même session et fait l'annonce le 10 novembre prochain, qui précise que sur le cell broadcast, il est possible de faire en sorte que les téléphones éteints se rallument. Ensuite, on avait une question, et ça va être la dernière qu'on va prendre pour donner la parole à M. Miller. Comment se fait-il, alors un peu de provocation, on est là également pour échanger, qu'il faille attendre encore un accident pour que l'état des stocks au quotidien puisse être géré, administré, quid de l'anticipation sur l'état des stocks. Alors c'est vrai que cet état des stocks opérationnels au quotidien, il a fallu
attendre des textes réglementaires et le plan d'action. Une réaction, Monsieur Campillo? Écoutez, je pense qu'on apprend systématiquement des accidents, qu'il est toujours plus facile d'analyser ce qui s'est passé que ce qui ne s'est pas passé. Hein. J'en disais un mot au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plan d'action Lubrizol se concentre sur les impacts environnementaux des fumées, etc. Voilà, si on avait eu un accident avec des effets toxiques directs et des morts, vraisemblablement que la gestion des fumées n'aurait pas pris la même importance dans le retour d'expérience de Lubrizol. Donc, juste pour dire que forcément, on peut toujours trouver des voies de progrès après chaque accident. Là, l'objectif du renfort de la mise à disposition de l'état des stocks, c'est d'avoir un état des stocks à la fois géographique au niveau de l'implantation du site, par mention de danger, par volume et par toxicité de produits qui sont présents et de produits de décomposition qui sont susceptibles d'être émis. Donc c'est voilà, c'est un renforcement des prescriptions. J'imagine que chez certains exploitants, ces états de stock sont déjà disponibles. Mais en tout état de cause, il n'était pas exigible par la réglementation jusqu'à l'apparition des textes post-Lubrizol. On va prendre encore une question. Je salue le SDIS 13 qui nous évoque les plans de prévention environnementaux en réaction à votre intervention. Qui en aura la charge? Merci. C'est-à-dire les plans de prélèvement? Je pense qu'on fait allusion au plan de prélèvement, puisque là, il est évoqué plan de prévention environnementaux. Donc, connaissant le profil SDIS, ça sera les prélèvements, à l'évidence. Oui, l'objectif de les inscrire dans le POI, c'est bien que ce soit à la charge de l'exploitant d'anticiper, de s'assurer que les moyens seront disponibles en cas d'accident et de les financer. Merci. Je crois que le président Gérard Perrotin voulait faire une intervention. Je reviens dans la salle. Excusez ceux qui sont en visioconférence. Oui, très rapidement, les termes, enfin les éléments évoqués là, dans vos questions concernant un bureau d'études comme le BEA au niveau aéronautique. Il faut savoir que l'ICSI, l'Institut de la culture de la sécurité industrielle, au travers d'un groupe d'échange, a travaillé pendant 4 ans justement pour la mise en œuvre et la création de ce type de bureau d'études, d'enquête, pardon, c'est pas un bureau d'études, c'est un bureau d'enquête pour les risques technologiques, et en particulier dans la chimie, dans le secteur de la chimie. Et cette étude que vous pouvez relever sur les cahiers de l'ICSI, d'ailleurs, vous pouvez les télécharger gratuitement et rapidement, a été présentée au Palais du Luxembourg sur l'Office parlementaire pour le contrôle et la décision sur l'évolution des choix scientifiques. Et ça avait été ça avait reçu un accueil très favorable pour la mise en place de ce bureau d'études, pour éviter que l'enquête ne porte pas uniquement sur la recherche de responsabilité, mais sur les causes. C'est un peu l'arbre des causes qu'on fait dans toute industrie pour apporter des actions correctives. Et je crois que la ministre de l'époque, Elisabeth Borne, avait soulevé ce questionnement en disant que ça serait bien de créer ce bureau. Sur la gestion des stocks, moi je pense qu'il y a une évolution technologique à l'heure actuelle, avec des puces qu'on pourrait mettre dans des containers et qui très facilement, je suppose, pourrait avoir des stocks en permanence, quoi, de manière instantanée pour savoir exactement. Et puis bon, au travers de ces stocks aussi, de la gestion des stocks, je crois qu'effectivement, utiliser des fûts plastiques dans des endroits qui risquent de s'enflammer, c'est quand même un peu contradictoire. Et puis il y avait la gestion aussi d'un bassin de rétention pour éviter les pollutions, comme ça se passe très souvent dans les industries chimiques. Moi, pour ma part, je connais celle de Rhône-Poulenc, enfin ex-Rhône-Poulenc à Roussillon. Et effectivement, il y a un grand bassin de rétention qui avait été fait. Parce que très souvent, dans ces incidents, les eaux d'arrosage par les sapeurs-pompiers, effectivement, il faut pouvoir les recueillir après, avant de les rejeter
dans le Rhône, enfin chez nous, c'était sur le Rhône. Et puis pour les inspecteurs, c'est vrai que si on augmente de 50% les inspections, ce qui est une bonne chose, bien entendu, quitte du nombre d'inspecteurs qu'on aura. Quand j'entends 30 inspecteurs au niveau national, c'est bien ça, M. Combillon? C'est un peu... Enfin, moi, je ne sais pas, mais bon, voilà. Bon, excusez-moi, j'ai peut-être... Une question, je reviens une fois, et ça sera la dernière, et puis on va compléter. Alors, Corinne Thiéban va intervenir, déléguée du SPI grenoblois. Une question en visioconférence. Comment se fait-il que de telles quantités de produits de composition diverses soient stockées dans ces conditions? Ne faut-il pas se poser la question sur l'efficacité et le réalisme des études de danger? Et là, on voit bien qu'il y a une instruction qui est en cours. Ça pose le problème du classement des installations, des problématiques d'antériorité, et j'en passe, notamment sur des stockages et empilements aussi importants. Monsieur Campillon. Je vais la reformuler. Comment se fait-il que de telles quantités de produits et de compositions diverses soient stockées dans ces conditions? Ne faut-il pas se poser la question de l'efficacité et du réalisme des études de danger qui sont diligentées? Et le cas échéant, sur ce genre de stockage est aussi important. Je crois que le retour d'expérience de Lubrizol montre qu'effectivement, il y a matière à renforcer les règles qui sont applicables en matière de stockage de ces produits. Voilà, ces produits qui étaient présents à Lubrizol étaient autorisés. Enfin, j'entends bien la question de la quantité de produits qui étaient stockés, mais voilà, sur un site industriel, on conçoit qu'il existe des stockages de produits finis et de matières premières. Voilà, l'objectif du plan d'action gouvernemental est bien de renforcer les règles, de les préciser pour limiter, pour éviter qu'il y ait un événement semblable qui se reproduise. Merci M. Campillon. Corinne Thiéban qui voulait intervenir. Ouais, juste un petit complément pour rebondir sur le manque d'information de la population qui a été relevé à Rouen. C'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe et qui est très difficile pour mener des campagnes régionales d'envergure en Auvergne-Rhône-Alpes depuis pas mal d'années. On y est très vigilant. La dernière campagne en 2018, on a essayé de multiplier les canaux d'information en travaillant avec les écoles, en travaillant avec les collectivités, bien sûr avec les industriels, en faisant des pièces de théâtre, etc. Donc c'est très important de multiplier les canaux d'information parce que finalement, quand on a fait l'enquête de perception de la campagne début 2019, on a vu que malgré tous les efforts déployés, les brochures distribuées, les autocollants consignes, etc., pas mal de relais d'information, les résultats sont quand même assez décevants pour la reconnaissance du signal d'alerte par les populations qu'on avait sensibilisées quelques mois avant et pour la connaissance des bons réflexes à appliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à travailler, à progresser. Donc c'est très bien qu'on aille chercher d'autres axes de progrès plus modernes. En 2018, on a essayé aussi d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie attente de la population sur ces sujets-là, donc par différents réseaux. Et je rebondis sur le dernier sujet, sur l'alerte. Ça fait effectivement quelques mois qu'on demande à ce qu'il n'y ait plus que cette sirène d'alerte, et donc le fait d'aller vers du set broadcast en 2022, c'est un vrai progrès. C'est aussi là la multiplication des canaux d'information, ça sera un plus pour les populations. Et ce sujet-là sera abordé lors de notre journée annuelle des bons réflexes le 17 novembre à Lyon. J'en profite pour faire une petite annonce, et on travaillera effectivement sur cette nouvelle alerte. Merci Corinne. Je vais prendre un instant pour demander à Monsieur Miller de nous rejoindre, qui va intervenir. Et la question est courte, pendant que Monsieur s'installe. Je vous laisse vous présenter, parlez bien près du micro. Merci. Bonjour, Antoine Bach, adjoint au maire de la ville de Grenoble, en charge des risques, de la prospective et de la résilience territoriale. Il a été dit dans le plan d'action gouvernemental qu'il y aurait une augmentation de 50% des inspections entre 2019 et 2022. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Ça, c'est la variation relative. Est-ce qu'on aurait quel est le nombre absolu d'inspections qui sont faites, sur combien d'établissements exactement, et quelle est leur fréquence? Merci. Alors, je pense que ça, c'est une question qui relève de l'unité Isère, de l'Adréal. Je ne sais pas si on a ces informations-là directement.
Ceci étant, on fera en sorte qu'il y ait une réponse qui apparaisse. Alors, compte rendu, il n'y aura pas un compte rendu, mais on fait en sorte de pouvoir recueillir cette information. Monsieur l'adjoint au maire. Voilà. Donc, bonjour à tous, Alexis Miller. Donc, moi, je suis inspecteur de l'environnement au sein de l'unité départementale de l'Isère de l'Adréal, donc qui est dirigée par Mathias Pierre. Donc, nous sommes organisés en 3 pôles et moi, je suis inspecteur au sein du pôle risque technologique qui a plus particulièrement en charge donc les plateformes chimiques et les établissements Céveso Seuil Haut du département. Donc, je vais vous présenter donc la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental post-Lubrizol en Isère et plus particulièrement sur le volet inspection. Donc, à la suite de l'accident de Lubrizol, donc une instruction du ministère de la Transition écologique et solidaire et notamment de la Direction générale de la prévention des risques a demandé de rappeler aux exploitants des installations Céveso qui soient donc classées seuil haut ou seuil bas leurs obligations, et notamment celles qui concernaient la conformité aux engagements pris dans les études de danger. Donc, que ça traite par exemple de substances ou de produits présents au sein des installations, tout ce qui concerne également les barrières de prévention et de protection des accidents majeurs. Également la capacité opérationnelle de prévention, de protection et d'alerte. Donc là, on parle de moyens matériels correctement dimensionnés et adaptés aux risques. On parle également de moyens humains suffisants et de personnel formé pour faire face à ces situations de crise. Donc, les obligations concernant la tenue à jour d'un inventaire des produits présents sur site. Donc, pour compléter les propos de Romain et répondre à une question qui a été posée précédemment, certains sites Céveso Seuil Haut avaient déjà l'obligation de tenir à jour de tels inventaires. Mais ce n'était pas traduit dans tous les arrêtés préfectoraux de tous les sites Céveso Seuil Haut, d'où le renforcement au niveau de la réglementation générale qui a découlé de l'accident. Et il était également demandé dans l'instruction ministérielle donc, de rappeler aux exploitants leurs obligations concernant la gestion d'un accident lors des périodes de moindre activité, donc la nuit et le week-end. Et toutes ces demandes ministérielles se sont traduites dans un courrier du préfet de région qui a été adressé aux établissements Céveso Seuil Haut et Seuil Bas dans la semaine qui suivait l'accident de Lubrizol. Et on a pu constater que 100% des exploitants du département avaient apporté une réponse très rapidement, donc à mi-novembre 2019. Donc, comme a pu vous le dire Corinne, on est richement doté en établissements à risque au sein du département avec plus d'une trentaine d'établissements Céveso Seuil Haut et plus d'une vingtaine de seuils bas, donc qui sont répartis dans l'agglomération grenobloise essentiellement au niveau des plateformes de Pont-de-Claix et de Jarry. Dans le nord du département, au niveau de la plateforme chimique de Roussillon et de la plateforme de Saint-Clair-du-Rhône, et également au nord du département, le complexe pétrolier de Villette-de-Vienne qui regroupe plusieurs établissements. Donc, sur le volet inspection, dès le mois d'octobre 2019, donc, nous avons réorienté le programme d'inspection pour la fin de l'année et commencé à travailler pour la prise en compte dans la programmation pour l'année 2020. Donc, entre octobre et fin décembre 2019, nous avons mené une vingtaine d'inspections sur les différents établissements Céveso, avec des contrôles qui abordaient un ou plusieurs points qui étaient soulevés dans le courrier du préfet de région. Donc, pour la conformité aux EDD, il a pu par exemple être contrôlé la mise en place, les tests, la maintenance des différentes barrières de sécurité. Concernant la capacité opérationnelle de prévention, de protection et d'alerte, nous sommes concentrés sur les moyens de détection, d'alerte et d'extinction. Donc,
la vérification du caractère adapté du dimensionnement, les opérations de maintenance qui sont faites sur tous ces équipements et en particulier sur les équipements qui visent à gérer le risque incendie et à le prévenir. Concernant la tenue d'un inventaire des produits présents sur site, donc ces différents angles qui étaient regardés, donc notamment la vérification que l'exploitant peut avoir accès hors heure ouvrée et depuis l'extérieur du site de cet inventaire. S'il y avait un niveau de détail et de lisibilité suffisant, notamment en termes de phrases de risque des différents produits qui sont présents, de leur localisation précise au sein de l'établissement. Nous avons également vérifié la prise en compte des capacités mobiles présentes sur site, que ce soit en termes de conteneurs, mais également des wagons ou des camions qui peuvent stationner sur les établissements, et également tout ce qui concerne la fréquence de mise à jour. Et concernant la capacité à gérer des accidents lors des périodes de moindre activité, donc nous sommes concentrés sur des demandes auprès des exploitants concernant la réalisation d'exercices pendant ces périodes. Donc c'est des contrôles qui ont été faits par sondage et qui n'avaient pas vocation à être exhaustifs. Ces inspections-là ont été complétées par des inspections inopinées avec la réalisation d'exercices POI. Donc d'ailleurs, il y en avait une qui avait été engagée, qui avait été réalisée peu avant l'accident de Lubrizol. Donc on n'a pas attendu l'accident pour pouvoir faire ce genre d'exercice-là. Donc, en 2020, nous avons poursuivi notre action sur les mêmes thématiques et complété cette action par la mise en place d'une action prioritaire nationale de l'inspection qui était intitulée Lubrizol 2020, où on se concentrait sur les problématiques de capacité de rétention qui avaient été cruciales à l'occasion de l'accident de Lubrizol. Donc, on s'est attaché à contrôler plus particulièrement les dispositifs de rétention associés au stockage de capacité mobile, qu'elles soient inflammables ou combustibles. Donc, vérification du dimensionnement, de la prise en compte des stockages extérieurs, vérification de la stratégie de défense incendie, également le contrôle de présence d'équipements, notamment de caniveaux qui pourraient favoriser la propagation d'un incendie et vérifier qu'ils sont bien pris en compte par l'exploitant dans sa stratégie de défense. Donc les suites des inspections menées en 2019 et 2020 donc, ont conduit à un arrêté préfectoral complémentaire donc, qui concernait notamment la tenue d'un inventaire des substances présentes sur site et 2 arrêtés préfectoraux de mise en demeure qui concernaient les moyens matériels et humains pour pouvoir gérer un incendie. De la même manière qu'en 2019, donc 2 inspections inopinées de nuit ont été conduites début octobre. Donc celles-ci ont été conduites en collaboration avec le service régional, mais également la direction zonale de crise. Donc les suites doivent encore être déterminées. Les rapports sont en cours de rédaction. Et un communiqué de presse sera rédigé à l'issue de cet exercice qui a également été mené en parallèle sur 2 sites du département du Rhône et dont les enseignements seront présentés dans le communiqué de presse. Donc, pour faire un petit bilan plus qualitatif de ce qui a été retenu à l'issue des inspections. Donc, on a retenu une hétérogénéité des constats selon les sites avec certains qui étaient bien préparés sur certains aspects et pas d'autres. Enfin, il n'y avait pas de site parfait ou de site qui était totalement en retard. Tous présentaient des forces et des faiblesses, mais sur différents points. Alors, on a pu néanmoins mettre en lumière des lacunes sur
plusieurs sites, notamment sur la nécessité de mettre à jour les plans d'opération interne ou des fiches réflexes associées. D'autres qui concernaient le suivi des exercices POI et de la prise en compte du retour d'expérience de ces exercices, et des rappels sur l'importance de réalisation d'exercices hors heures ouvrées. Donc, on a pu constater qu'il y avait très peu d'exploitants qui avaient mené ce genre d'exercice jusqu'à présent. Il a également été demandé des justifications concernant l'adéquation et le dimensionnement des moyens de lutte contre l'incendie et celui des rétentions. Quelques remarques ont également porté sur la nécessité de mettre en conformité les stockages avec les quantités autorisées présentes sur site. Et plusieurs sites ont également fait l'objet d'observations pour leur demandant d'améliorer l'inventaire des produits stockés, que ce soit en termes de fréquence, de lisibilité, de prise en compte des encours de fabrication notamment, de localisation des produits. Des suivis de mise en place de mesures de maîtrise des risques plus approfondies ont également été demandés à certains exploitants. Et d'autres demandes fortes, et notamment des mises en demeure que j'évoquais précédemment, concernaient les stratégies de défense incendie qui étaient incomplètes. Et enfin, des nécessités d'optimisation de stockage pour éviter des incompatibilités entre produits. Donc, nous avons également mené d'autres actions que les actions d'inspection. Donc, nous avons mis en place un suivi rapproché concernant la mise à jour des POI des sites Seveso Seuil Pro. Et donc, en vérifiant que la mise à jour était bien réalisée dans un délai minimal de 3 ans, conformément à la réglementation. Et aujourd'hui, on peut constater que les différents établissements ont été bien sensibilisés et qu'il n'y a plus de retard constaté concernant les POI à jour dans le département. Donc, des actions de communication ont également été faites sur les actions d'inspection sur la thématique post-Lubrizol à l'occasion des commissions de suivi de site. Et d'autres actions avaient déjà été engagées avant l'accident de Lubrizol. Donc, comme l'a évoqué Romain, la publication des suivis d'inspection, l'augmentation du nombre d'inspections qui avaient été déjà engagées, et également pour faire face à la crise côté pouvoir public et côté de Réal, nous avons poursuivi la constitution d'outils d'aide à la gestion de crise qui sont spécifiques au département, et notamment au travers de la rédaction de fiches spécifiques pour chaque établissement qui aide le représentant de l'ADREAL en COD en préfecture en cas d'activation d'un PPI, tel que ça peut être le cas sur Lubrizol. Et alors, je n'ai pas fait mention dans la présentation de l'action sur le contrôle des établissements dans le périmètre des 100 mètres autour des établissements Seveso, mais c'est bien pris en compte. Et les cadrages finaux sont en train d'être arbitrés pour déterminer les établissements qui seront contrôlés d'ici la fin de l'année. Je vous remercie pour votre attention et reste disponible pour vos questions. Merci, Monsieur Muller. Alors, on a eu de nombreuses questions qui relèvent non pas de votre intervention sur le chat, pour la vision, pour tout ce qui est visioconférence. Donc, je ne pense pas malheureusement que les délais nous permettront de les prendre maintenant. On va avoir encore des temps d'échange après l'intervention du directeur du MICOR, Monsieur Pierre Rully. Y a-t-il des questions propres à l'intervention de Monsieur Miller qu'on vient d'avoir? Rappelez-nous, Monsieur le Président, votre nom. Donc, je suis Pierre-Louis Serrero, président de l'association Civipol, les associations d'habitants. Apparemment, le monde économique a bien réagi, s'est approprié le changement de posture et fait des choses. Sauf que j'ai noté dans les différentes interventions des cibles ICPE, SSH, SSV, POI, EDD. Donc, la question que je me pose, si on veut faire une culture du risque et instaurer de la confiance entre ces sites et leur environnement qui est autour,
est-ce, pour prolonger ce que disait Madame Thiévan, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire peut-être que le SPI, pour être un outil, bien sûr en relation avec l'IRMA et les services compétents, d'expliquer ces sigles, CSSS, bon, je suis dans une association, on suit, donc on connaît, mais je sais que si je vais dans une des 32 associations d'habitants, pour peu qu'elles soient un peu loin de ces sites, tout ça, c'est de l'araméen ancien. Donc la question, c'est quelle action d'explication, de dispositif, où on voit que le monde économique, les services de l'État, les services déconcentrés font des choses, les élus, beaucoup d'élus sont conscients, comment on donne à voir que tout ça existe, comment tout ça s'articule, et ce serait peut-être un moyen de voir comment les habitants peuvent prendre leur place, en ayant dans une relation de confiance, en direction à la fois des élus, des services et des acteurs économiques. J'apporte juste quelques éléments de réponse. Donc, Corinne Thiévan du S3PY. C'est vrai on échange souvent avec Monsieur Serrero sur ce sujet dans les différentes commissions. Donc, pour cette thématique-là spécifique risque industriel, sur le site internet lesbonsreflexes.com qu'on a créé pendant la campagne d'information en 2018, il y a un document très pédagogique avec un glossaire où on reprend tous les sigles et où on définit vraiment les axes de la prévention des risques technologiques, les EDD, les SSH, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter sur lesbonsreflexes.com dans ses ressources. Et il y a un document très pédagogique qu'on a fait aussi, qui est à destination du personnel de l'éducation nationale, mais des élus, des riverains, etc. Voilà. Merci. D'autres questions? Madame, présentez-vous. Jacqueline Collard, parlez bien dans le micro. Association Sora, je reprends la parole pour dire ce qu'on dit depuis fort longtemps et en accord avec vous et avec les institutions, c'est que la culture du risque n'est absolument pas à la hauteur des enjeux qu'il y a, qui soient des enjeux climatiques, naturels, industriels. Et si vous voulez, tant que l'éducation nationale, dont j'ai fait partie à un moment, ne prendra pas en charge cette formation dès le plus jeune âge pour une prévention, certains pays le font. Pourquoi en France serions-nous tant en retard? Moi, je me pose des questions sur la manière dont on pourrait s'introduire. C'est bien beau de faire des plans d'évacuation, des choses dans les établissements scolaires, mais qui les connaît? Pas toujours le directeur ou le principal ou le responsable, parce que c'est pas lui qui a participé à l'élaboration. Jamais ça n'est relaté dans les établissements, qu'ils soient scolaires, privés, publics, et dans tous les établissements publics, ça existe. Mais comment sont-ils commentés? Alors effectivement, on trouve tout sur les sites. Je suis bien d'accord, et c'est très bien fait. Si ce n'est qu'on est tellement abasourdi du nombre de sites et du nombre d'informations qui passent par Internet qu'on ne les lit plus ou qu'on n'a plus le temps de les lire et de les interpréter. Donc cette interprétation, elle est nécessaire. Merci. Donc l'éducation nationale fait partie bien sûr du comité de pilotage qui a préparé la campagne d'information sur les risques. Donc on a des représentants des 3 rectorats. Et il y a eu des courriers spécifiques qui ont été envoyés aux chefs d'établissement et ils sont pour le coup quand même très impliqués dans des actions concrètes, que ce soit des tests de leur PPMS. Alors désolé, c'est encore un sigle, mais c'est pour particulier de mise en sûreté. Sur les thématiques, ça peut être sur une thématique risque industriel ou attentat, ou c'est pas spécifique au risque industriel, mais en tout cas c'est des mises en situation pour les enfants. Et je ne sais pas si Nathalie est là de la ville de Grenoble, mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont mises en place. Donc on avait labellisé l'action d'intervention qui s'appelle Riscularo, où ils sont allés dans les écoles de la ville de Grenoble pour faire des ateliers avec les enfants, avec des mises en situation sur les risques à un niveau plutôt ludique et plutôt interactif. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se font. Là je cite la ville de Grenoble, mais il y a eu plein d'autres actions dans les écoles qui sont faites en partenariat avec les rectorats. Nathalie Michalon, que je salue, qu'on voit au fond de la salle, veut-elle ajouter des éléments en utilisant un micro? Merci. Bonjour, Nathalie Chavanis du service sécurité civile de la ville de Grenoble. Merci Corinne de citer nos actions.
En effet, au cours de 2 années, on a monté des actions innovantes sur la gestion du risque industriel et la gestion des risques naturels pour sensibiliser des scolaires. Et bon, tout est question de temps et de moyens pour développer ces actions. C'est vrai qu'on a été interrompu dans notre élan. On souhaitait former les collègues du périscolaire pour qu'ils s'en saisissent eux-mêmes. Et donc voilà, on en est là. On a été interrompu par le Covid, mais on va poursuivre ces actions. Côté Irma, je complète, l'éducation au risque fait partie des programmes. Historiquement, un ensemble d'acteurs ont pu développer des outils qui concourent à accompagner l'enseignant dans ses parties pédagogiques de manière à éviter qu'il se perde dans une foultitude d'informations sur les sites Internet. Au-delà du public captif que peuvent être les scolaires, et il est un enjeu que de les éduquer, on a un autre public captif sur lequel l'IRMA attire régulièrement l'attention, c'est celui des salariés, des usagers des établissements recevant du public. Et à l'instar des PPMS, si je me permets l'acronyme puisqu'il a été précisé, il y aurait lieu demain d'étudier des modalités d'information régulières auprès de ce public captif que sont les salariés, les usagers des ERP, de manière à ce que sur les temps méridiens ou les temps professionnels, le gérant de l'établissement leur accorde des moments d'information. Et le cas échéant, là encore, que le chef d'établissement puisse mettre en place des plans d'organisation et de mise en sûreté, à l'instar des PPMS pour les établissements scolaires. De nombreuses questions, il est signalé d'ailleurs par une certaine Myriam que des PPMS prennent en compte cette dimension des exercices qui doivent être organisés régulièrement à tous les niveaux. On va, si vous le voulez bien, donner la parole pour maintenir le chronogramme à Monsieur Pierrulli qui va nous rejoindre. Je remercie Monsieur Miller. Nous aurons encore une série de questions à l'issue. Beaucoup de questions sur le chat en visioconférence, notamment liées au stockage et aux entrepôts qui sont toujours de plus en plus grands et qui peuvent mettre en difficulté les sapeurs-pompiers. Une question du SDIS 13 très pointue qui fait allusion à des débits mètres cubes heure et qui permettrait, qui ne permettrait pas, s'ils étaient sous-dimensionnés, de pouvoir intervenir sur ces grands entrepôts. On a également des questions relatives à la loi d'accélération et de simplification de l'action publique. On va essayer d'en prendre quelques-unes après l'intervention de Monsieur Pierrulli. Donc on a vu l'inspection et c'était intéressant de descendre d'un cran et voir concrètement comment le gendarme, un inspecteur des installations classées, est amené à diligenter sur le terrain les instructions qui ont été présentées pour certaines par M. Campillo. Si on descend encore d'un cran sur l'unité de production, sur l'unité de stockage, comment l'industriel perçoit tout ça? Monsieur Pierrulli, dites-nous en plus, merci. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre-Emmanuel Pierrulli, le directeur d'usine d'Umicore Specialty Powders France, en fait, qui est anciennement Eurotungsten, basé à Grenoble, donc sur le site des Eaux Claires depuis 70 ans. Nous produisons en fait des liants polymétalliques et nous sommes leader mondial dans ce marché pour les outils diamantés. Donc, en fait, au niveau avant Lubrizol, en fait, sur ce qu'on avait en place avant les événements déjà existants, et ça c'est pas exhaustif, c'est en partie en tout cas ce qui répond notamment aux écarts que l'on avait vus avec les présentations qu'on vient d'avoir. Nous on avait déjà des équipes POI, donc sur le plan d'organisation interne qui étaient en place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Jamais le site il est laissé seul ou sans surveillance. On a des astreintes techniques qui sont mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 également. Une astreinte cadre et gestion de crise qui était disponible le week-end. Et puis, on avait aussi la possibilité de se connecter, notamment sur notre système informatique, pour réaliser nos extractions de stock en nature et en quantité, ce qu'on a vu qui était primordial dans le cas notamment d'un incendie.
Et puis, on réalisait de tout temps des exercices quasi tous les week-ends en fonction de nos différents scénarios, des exercices POI. Depuis l'accident de Lubrizol, des évolutions ont été faites suite au courrier que l'on avait reçu de la préfecture, suite aux recommandations du ministère. Et notamment, c'est d'améliorer notre communication, notamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, on a étendu notre astreinte de gestion de crise. On a été très vigilant justement sur la possibilité d'éditer nos stocks 24 heures sur 24, et notamment par la formalisation d'une procédure qui permettait à l'ensemble de nos gens de la gestion de crise de pouvoir le faire, et surtout qu'ils en aient bien les droits informatiques. C'est des fois des choses assez banales, mais lorsqu'on change de système informatique, par moment, on peut se retrouver face à certains aléas. Et puis également, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sauvegarde hebdomadaire de cet état des stocks sur notre réseau, mais également sur une clé USB qui est emmenée à domicile par le cadre de gestion qui est en charge de la gestion de crise, afin de pouvoir répondre à toute question concernant ces stocks, même en cas de grosses perturbations. Et puis on a complété nos exercices POI, puisqu'on les faisait effectivement souvent le week-end, notamment le dimanche, en réalisant quelques-uns aussi en nocturne, et de manière aussi inopinée pour mettre sur le feu nos équipes POI. Concernant le risque industriel et la maîtrise du risque industriel, en fait, la réduction du potentiel de danger, c'est quelque chose une démarche qui est en cours depuis de nombreuses années, puis chez tous les industriels, j'imagine, et notamment chez nous, chez Umicore. Et pour réduire ce potentiel de danger, c'était soit par une maîtrise des risques, ou soit par carrément la suppression du risque. Dans la maîtrise du risque, on a un gros risque HCL sur le site des eaux claires. Et du coup, on a fait une redondance de moyens, et notamment on a benchmarké la plateforme de compte clé, en échange de bonnes pratiques. On a créé une protection par balle, ce qui nous permet justement d'avoir une redondance complète sur cette protection en cas d'épandage d'acide chlorhydrique. Et dans la réduction et la suppression justement du risque, en ce qui concerne par exemple le gaz naturel, on a remplacé une chaudière de vapeur qui était au gaz de ville par une chaudière électrique, ce qui du coup a carrément supprimé le risque qui était lié autour du gaz de ville. L'hydrogène, qui est un des sujets aussi importants sur notre site, qu'on manipule depuis plus de 70 ans, on a réalisé carrément des ouvertures en toiture qui permettent justement d'éviter toute accumulation dans les ateliers, avec le risque d'explosion associé. Et puis, en ce qui concerne le risque incendie, pour revenir notamment sur la thématique Lubrizol, là, nous sommes en cours d'investissement sur une caméra thermique qui nous permettra d'identifier des points chauds en cas de départ de feu sur nos bâtiments de stockage, sachant que nous poursuivons chaque année dans notre programme d'investissement des investissements liés à cette maîtrise du risque, et une grande partie de nos investissements y sont affectés. Voilà pour ce que j'avais à dire. Je suis disponible pour répondre aux questions. Je vous remercie. On voit que la question des exercices inopinés est vraiment d'actualité. Céline, qui fait une veille d'information en interne à l'IRMA, nous signalait que 3 équipes totalisant 12 inspecteurs des installations classées de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes ont déclenché de manière inopinée des exercices POI sur 5 sites Céveso-Seuil-Haut dans le département du Rhône et de l'Isère, sur les établissements suivants: Elkem Silicone Saint-Fond, l'entrepôt pétrolier de Lyon, dépôt pétrolier de Lyon, Elkem Silicone Salès-sur-Sanne et Trélis Salès-sur-Sanne. Vous confirmez? Vous étiez en inspection, non? J'étais en congé, c'était des collectifs. D'accord. Très bien. Si on revient aux questions dans la salle, s'il vous plaît. Présentez-vous, merci. Bruno Ferrand, donc on va descendre d'un niveau encore, parce que je suis riverain du Umicore. Je salue monsieur le directeur, je connais, je salue également monsieur l'inspecteur, on a échangé, puisque je lis, comme monsieur Miller le sait, ces suites d'inspection. Bon, je regrette par contre qu'il n'y ait pas les rapports d'inspection, mais je peux comprendre pourquoi.
Donc, vous avez souhaité les questions courtes. D'abord, je vous remercie pour la matinale, c'est le minimum qu'on puisse faire. Ensuite, donc pour dire que ça n'a pas été clairement dit, mais Umicore n'est pas tout seul. Il y a des riverains, des habitants, il y a des écoles, il y a des écoles infirmières, il y a un collège, il y a aussi Point P à côté, qui est séparé d'Umicore par une rue qui s'appelle la rue Sibélas, sur lequel il y a des stationnements. Et là, je pense qu'il y aurait des questions qui ont été posées d'ailleurs en CSC, excusez-moi, Président, commission de civil suite grenoblois, en 2018, savoir ce qu'il a donné de cette rue. Je m'adresse à l'élu grenoblois pour dire que fait la ville de Grenoble par rapport à cette rue, donc qui pose une vraie question, hein, me semble-t-il, par rapport à la proximité, donc ce qui veut se passer. Donc, je crois que quelqu'un a parlé tout à l'heure, je crois que c'est M. Campillon, de l'effet domino, et nous on se pose la question. Les échanges sont bons, je reconnais, parce que je suis aussi ancien vice-président du grand quartier des opérations, je suis aussi, entre autres fonctions bénévoles, ancien président du conseil syndical, puisque comme Umicore, j'ai plus de 70 ans, donc simplement pour dire, donc c'est vrai que une proposition que j'avais faite qui n'a pas été retenue, et je m'adresse à nouveau à la ville, c'est de faire sous le modèle de Faisin une conférence citoyenne, parce que faisons des propositions, ne faisons pas que des constats, faisons aussi des propositions qui impliqueraient effectivement les habitants. Certains sont prêts, pas seulement moi, ça serait ridicule, mais prêts à s'impliquer un peu plus. Je reconnais, monsieur le directeur, qu'il y a eu des échanges, mais c'est vrai que Vigipirate plus la Covid ne nous aide pas à des échanges plus réguliers. Vous nous prévenez, je vous en remercie de vos exercices, parce que c'est vrai, quand on voit les pompiers arriver, on peut quand même s'inquiéter un petit peu, hein, à juste titre. On s'inquiète aussi quand même, je tenais à le dire, y compris la ville de Grenoble, des survols, vos prédécesseurs s'en sont inquiétés, des hélicoptères, notamment, paradoxalement, ceux de la sécurité civile, qui viennent se poser, alors que je rappelle que la base est au Versou, qui viennent se poser sur la CRS 47. Excusez-moi d'être un peu long, mais les problèmes sont quand même importants. On se réjouit, je pense que vous aussi, de la construction des murs de protection, parce qu'il y a aussi un projet à 480 à 2 fois 3 voies, mais au moins il y a cette particularité d'avoir un mur qui va être construit. Et donc voilà, donc merci pour votre question, pour votre réponse, pardon. Et excusez la longueur de la question. Écoutez, vous faites allusion à des particularités locales. Vous êtes en échange avec des acteurs qui sont dans la salle. Quelqu'un veut prendre la parole sur la question des effets dominos par rapport à cette fameuse rue. On parlera plutôt d'interaction. Les effets dominos, c'est entre 2 process, 2 installations, une réaction, pas de réaction. Je crois que vous avez des espaces dédiés, comme les comités de suivi de site, pour soulever cette question qui date de 2018. Peut-être qu'il faut la soulever à nouveau, vu qu'on a une nouvelle équipe municipale qui participe également au CSS. C'est des instances qui concourent à la concertation et à la gouvernance locale. Merci en tout cas de votre réaction. Moi, je retourne un instant sur la visioconférence, parce qu'on a une question qui m'interpelle, surtout que la question de la vigilance renforcée se pose. Monsieur Campillon l'a évoqué autour des installations. Je la lis. Merci pour l'organisation de cet événement. Je signale qu'on est à 110 participants et on n'en perd pas, donc ça veut dire que l'intérêt y est. Question, l'enquête toujours en cours de l'accident Lubrizol a totalement écarté la piste d'un acte de malveillance. Actuellement, seuls des scénarios implicites et identifiés sont mentionnés dans les études. J'entends études de danger. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait désormais réfléchir à un moyen de mieux prendre en compte le caractère intentionnel dans les études de danger sur lesquelles s'appuient les PPRT? Question ouverte. Réponse courte. Donc là, il convient. Alors, d'une part, sur le contenu de l'enquête judiciaire, moi, je n'ai pas de confidence au-delà de ce qu'on a pu lire dans la presse. Donc, je ne sais pas quel est le scénario qui est actuellement privilégié par les enquêteurs. Sur la question de la prise en compte d'actes de malveillance, cela ne relève pas stricto sensu de l'inspection des installations classées. On entre sur des conditions, enfin, on rentre sur le sujet de la sûreté. Donc, il est bien entendu attendu
des exploitants qu'ils sécurisent leur accès au site, qu'ils mettent en place des dispositifs de surveillance pour détecter le plus rapidement possible des éventuelles intrusions. Là où l'étude de danger commence, c'est sur des scénarios initiateurs. Voilà, on ne prend pas en compte l'ensemble des scénarios de malveillance, puisque c'est pas fait pour ça. Merci pour votre réponse. D'autres questions dans la salle? Je reviens. Monsieur Miller. Peut-être pour compléter les propos de Monsieur Campillo. En fait, les initiateurs de risque de malveillance pourraient avoir un impact en termes de fréquence de l'événement, mais pas créer des nouveaux événements. Une fuite, qu'elle soit du fait d'une problématique de corrosion ou d'une explosion à côté, en fait, on a le même débit de fuite, une rupture de canalisation. Donc le phénomène est déjà modélisé et déjà pris en compte dans l'étude de danger, dans les plans d'opération interne ou dans les plans de prévention type PPI si les effets sortent du site. Donc on joue plus sur une histoire de fréquence plutôt que d'identifier des phénomènes nouveaux qui auraient été pas pris en compte dans les EDD auparavant. Donc, pour moi, il n'y a pas de phénomène nouveau, c'est vraiment juste sur la fréquence que ça pourrait avoir un impact. Merci pour cette réponse pratique. On va prendre une question dans la salle. Monsieur, présentez-vous. Oui, bonjour, Stéphane Cartier du CNRS. Je pense qu'il y a une très belle continuité en vos trois exposés. Bravo aux organisateurs et aux intervenants en particulier. C'est très bien d'avoir un responsable d'usine qui vient témoigner. Il y a la continuité des stocks. Et Lubrizol est intéressant à cause du sous-traitement, des stocks. Sous-traitance, merci, des stocks. Et là, le cas de figure, il est, je crois, tout à fait courant. C'est-à-dire que qui a créé qui entre le sous-traitant et... Bon, on voit ça, et globalement, dans l'industrie actuelle, le zéro stock est en train de pulvériser l'information sur les stocks. C'est-à-dire que vous avez beaucoup insisté sur la clé USB qui permet de savoir en permanence. Mais où sont les objets? Où sont les stocks? Sont-ils dans des contenants en plastique ou pas? C'est devenu très problématique. Le quotidien des usines est incroyablement compliqué parce que les objets se baladent dans le monde entier et plus personne ne sait où ils sont. Donc ils sont sur des camions, ils sont sur des bateaux, ils sont dans des dépôts provisoires dans les ports et près des trains. Mais on voit bien que la poursuite de l'information est très compliquée. Vous avez signalé aussi toutes les complications liées aux différents standards informatiques qui sont des fois pas du tout mis en compatibilité entre les intervenants sur les stocks. Et je pense qu'il y a beaucoup à améliorer de ce côté-là. Merci pour votre question, sachant qu'on peut la dire autrement, c'est qu'au regard des stockages et des limitations de stockage qui pourraient être envisagées, dans l'absolu, ça se retrouve en circulation. Et c'est une réalité, puisque le transport de marchandises dangereuses nous amène également à devoir être vigilants sur ce qui circule. Je rappelle sur le sujet les travaux du SPI qui datent de quelques années, qui avaient tenté de quantifier les flux dans la métropole grenobloise. Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à celle de M. Cartier, CNRS, sur les stockages et puis le manque de lisibilité qu'on a sur ce qui circule? C'est un constat. Je me retourne vers le directeur, j'en profite, vous le disiez, c'est bien d'avoir des industriels dans la salle, j'en salue. On a Vancorex qui est également présent et représenté. Ça coûte combien tout ça? Parce que là, vous nous avez fait la liste du Père Noël, mais il y a un coût associé. Vous avez des éléments chiffrés à nous communiquer? Ça va à peu près tourner aux alentours de 200 000 € d'investissement par an autour de la thématique de ce que je pourrais considérer environnemental, que ce soit sur de la protection, que ce soit sur de la redondance, sur des nouveaux moyens. Ça, c'est de l'investissement. Après, en termes de charges courantes, on va être aussi à peu près du même ordre de dépenses pour tout ce qui va être sur ces contrôles réglementaires, sur tout ce qui va être contrôle des détecteurs, incendies, détecteurs de gaz et autres. Bon, c'est pour un site comme le nôtre. J'ose imaginer que pour un site comme sur la plateforme comme Vancorex, ça sera probablement bien plus.
Alors, il y a une intervention intéressante, je la signale sur le chat, alors c'est malheureux, on n'arrive pas à voir qui intervient. Fin 2015, des inspecteurs sont allés sur le site Céveso avec la gendarmerie et le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. On fait allusion à Saint-Quentin-Falavier, rappelez-vous, l'affaire de la tête coupée, malheureux, pour étudier les recommandations à faire aux exploitants vis-à-vis du risque de malveillance suite à l'attentat de Saint-Quentin-Falavier, même si la malveillance n'est pas du ressort de l'inspection de l'environnement. Voilà pour l'anecdote. Merci à celui qui l'a signalé. Une question, présentez-vous pour ceux qui sont en visioconférence. Oui, donc toujours Pierre Huisseau, association Civipol. Moi, je me pose une question depuis tout à l'heure, c'est quand je vois le changement de règles. Là, actuellement, sur le territoire de la métropole, sur l'habitat, il y a Murmure, qui est un programme pour accompagner les propriétaires de logements ou de maisons pour adapter leur logement, réduire leur consommation énergétique. La question que je me pose, est-ce que le monde économique, dans le cadre de la compétence économique de la métropole, des zones d'intercommunalité, est-ce qu'il est accompagné pour rapidement mettre aux normes, mettre au clair, et donc sécuriser vos cycles, à la fois vos produits de stockage, et puis la question des périmètres autour, parce qu'on voit que ça devient un enjeu, et donc il y a des règles, et il y a certains qui ont les moyens de rapidement, vu l'état, de se mettre en conformité, les autres pas forcément. Donc la question, est-ce que dans la discussion que vous avez avec les pouvoirs publics, les intercommunalités, on va dire du périmètre du SPI, donc pour Umicore, c'est la métropole par exemple, est-ce qu'il y a une discussion sur comment la puissance publique peut vous aider à tenir les délais de mise en conformité et de sécurisation de vos sites, qui sont des sites dangereux, qui sont maintenant entourés, ont été rattrapés par l'urbanisation, et si on veut garder l'industrie, il faut que la confiance, il faut que la sécurité soit assurée. Est-ce qu'il y a, alors c'est bien, on est en début de mandat pour toutes les intercommunalités sur le territoire, est-ce qu'il y a une discussion sur ces questions-là? Alors, je serais peut-être pas le mieux à placer pour répondre, puisqu'en fait, c'est le PPRT est là pour ça, donc ce serait plus sur une personne d'une plateforme qui pourrait vous le dire, ou bien des PPRT qui, eux, vont réglementer finalement le bâti tout autour, pour que ce bâti se mette, même s'il se rapproche, il soit en tout cas aux normes avec ce qu'il faut en termes de sécurisation. Aujourd'hui, par contre, dans les évolutions de la législation, comme l'a présenté Monsieur Miller ou Monsieur Campillo, de voir évoluer notamment des exigences en termes de rétention, des choses comme ça, les sites auront du délai pour pouvoir le réaliser, mais doivent le réaliser par eux-mêmes. Pas certain que l'État ou les collectivités viendront en appui pour aider ces industriels pour se mettre dans ces conformités-là. Mais le délai qui nous est imparti, on parlait, je crois, de 2025, il me semble, sur certaines actions. Voilà, d'ici 2025, s'il faut faire des modifications sur des rétentions, sur, je ne sais pas, sur des moyens de détection, sur du complément de moyens de détection, ça fait partie de ces programmes d'investissement que l'on a, qui sont annuels et qui seront orientés sur ces actions-là en priorité, évidemment. Monsieur Campillo, Dréal, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, pour compléter, les PPRT comportaient aussi un volet de financement, alors de manière exceptionnelle, de mesures de réduction des risques à la source, s'il était apporté la preuve que c'était économiquement plus intéressant de réduire à la source le risque chez l'industriel plutôt que de faire des mesures foncières ou de renforcement du bâti à l'extérieur du site. Voilà. Donc ça, c'est la partie accompagnement des industriels. Pour tout le reste, étant entendu que ce sont des obligations réglementaires, il n'est pas possible, en tout cas du côté État, de subventionner ou d'accompagner financièrement la mise en conformité. Voilà. Dans la mesure où ce sont des règles qui s'appliquent à tout le monde, chaque exploitant a la charge financière de se mettre en conformité. Et une réaction du chat, il me semble qu'effectivement, il faut limiter le développement urbain à proximité des sites dangereux. Bon. Une question qui agrège un certain nombre sur le chat. Je vous propose qu'on s'en saisisse. La réglementation sur les entrepôts de stockage a été simplifiée ces dernières années. Les seuils de
déclaration, enregistrement, autorisation ont augmenté, ce qui engendre des projets d'entrepôt de plus en plus gros avec des contraintes liées aux installations classées pour la protection de l'environnement, en moyenne moins fortes. Ne faudrait-il pas revenir en arrière sur cette évolution ? Monsieur Campillo ? Je commence et puis je laisse mes collègues compléter si jamais je ne suis pas exhaustif. Je pense qu'on confond peut-être deux choses. On confond le régime administratif, donc celui déclaration, enregistrement ou autorisation, et les prescriptions qui sont applicables à une installation. Le relèvement de seuil, donc qui fait qu'un certain nombre d'entrepôts qui auparavant étaient à autorisation seront à enregistrement dans le futur. Donc ça concerne les nouveaux projets qui verront le jour. S'accompagne également d'un renforcement des prescriptions qui sont applicables à ces entrepôts, comme je l'ai évoqué dans mon intervention. Donc je pense qu'il faut distinguer un peu les deux régimes d'autorisation qui, en fait, la procédure administrative qui permet de décider de l'autorisation ou non d'exploiter, et les prescriptions qui sont applicables au site et qui, elles, sont pour les sites d'enregistrement déterminées par des arrêtés ministériels. Merci. Des compléments ? Est-ce que côté sapeurs-pompiers, on sait que vous avez des plans étarés qui vous permettent d'appréhender la façon dont vous allez intervenir sur des entrepôts, quand vous vous retrouvez face à des réalités d'entrepôts toujours plus grands. Merci. Alors le plan étaré, établissement répertorié, vous allez nous en dire un mot pour contextualiser votre propos. Merci au service départemental d'incendie et de secours, pour éviter l'acronyme, de l'Isère d'intervenir. Oui, bonjour. Donc, les plans d'établissement répertoriés, c'est des documents internes que nous réalisons sur la base des documents qu'on a pu instruire dans le cadre des études de danger, par exemple, et qui nous permettent d'avoir des outils très pratiques et opérationnels avec les données les plus importantes en matière de bâtimentaire et de conception de la défense contre l'incendie. Donc on les fait systématiquement sur les grands entrepôts depuis une petite dizaine d'années, parce qu'effectivement la réglementation elle a beaucoup évolué. On est passé de mémoire en 10 ans d'un entrepôt de 80 000 m3 à 900 000 m3 pour des durées d'incendie théoriques de 2 heures. Effectivement, ça nous pose des difficultés. C'est pas forcément en lien avec les retours d'expérience. Ceci dit, on arrive toujours à construire des dispositifs qui soient quand même opérationnels et intéressants. Ça fonctionne. On l'a encore vu récemment sur le territoire de l'Isère. Et donc aujourd'hui, on est très attentif en fait à l'évolution de ces établissements. Et je dirais qu'on a aussi su s'adapter par l'acquisition de moyens complémentaires et plus puissants pour mettre en place des dispositifs hydrauliques qui soient à la hauteur des enjeux. Merci pour cette intervention de la part du SDIS. Je reviens dans la salle. Alors, monsieur, présentez-vous. Donc, question courte, s'il vous plaît. Merci. Je compte sur vous. Hyper courte. Donc, hyper courte. Si j'ai bien compris l'intervention du directeur d'usine Umicore, donc il n'y aura pas de PPRT à Umicore. Je rappelle que Umicore est aussi voisin d'Hyperion, anciennement Sandvik. Alors, j'ai pas dit qu'il n'y allait pas avoir de PPRT, c'est qu'il n'était pas encore réalisé par la préfecture, c'est en cours d'instruction. Merci. Monsieur Miller, pour l'État, Dréal. Moi, je peux apporter un éclairage sur le sujet. Donc, moi, je vous confirme qu'il n'y aura pas de PPRT sur cet établissement. Donc, c'est une analyse qui a été menée conjointement donc avec la direction départementale des territoires, la DREAL, la métropole, la ville de Grenoble. Et en fait, au regard des risques générés par l'établissement et des zones d'effet associées au scénario accidentel, il a été conclu qu'un porté à connaissance des risques fait auprès de la métropole pour
inclure des exigences en termes de maîtrise de l'urbanisation dans le plan local d'urbanisation de la ville de Grenoble, apporter le même niveau de garantie et le même niveau d'information auprès des porteurs de projets en cas de projet qui nécessite par exemple un dépôt de permis de construire. Et donc, le même niveau de maîtrise et d'information étant acquis au travers du porté à connaissance des risques qui a été effectué, il a été conclu qu'un plan de prévention des risques technologiques n'aurait pas de plus-value en termes de maîtrise de l'urbanisation pour le cas particulier du site d'Umicore. Merci pour la réponse. Il en est de même pour les problématiques de risque naturel. On a bien sûr une politique du PPRT, c'est l'État qui affiche le risque. Pour autant, il apparaît sur certaines collectivités que les PPRN, plans de prévention des risques naturels prévisibles, ne sont pas systématiquement prescrits, mais pour autant, on a des procédures où une carte des aléas permet de pouvoir se saisir des éléments de connaissance des risques pour les transposer dans les documents d'urbanisme et pouvoir s'appuyer sur le code de l'urbanisme. Merci pour un parallèle risque naturel. D'autres questions dans la salle ? S'il vous plaît, levez le doigt, je ne vois pas. La dame. Madame, présentez-vous, merci. Je reviens quand même sur Lubrizol parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée parce que j'ai de la famille à Rouen et que j'ai eu l'information. Les établissements scolaires ont été fermés, oui, mais pas les établissements publics. Mais il y avait une clinique, il y avait des établissements sensibles qui n'ont pas eu le réflexe ou la demande d'avoir été fermés. Il est surprenant qu'on fasse des différences entre le public et le privé. Or, je pense que dans ce cas-là, tout le monde était dans les mêmes circonstances et il aurait fallu que le secteur soit vraiment suffisamment informé d'avoir la nécessité de fermer et surtout un établissement de santé. Et ça, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais c'est quand même quelque chose en retour d'expérience à analyser. On a besoin quand même que ça soit quelque chose de généralisé parce que toute la population, quelle qu'elle soit, est confrontée au même risque. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai suivi un petit peu la législation depuis les derniers mois et il semblerait, en dehors des capacités de stockage que je voulais aussi signaler, mais qui a été signalé et je n'ai pas besoin d'y revenir, c'est qu'il y a un affaiblissement de la demande auprès des industriels en vue de faciliter l'installation et l'essor industriel au détriment de qualité environnementale, au niveau des prises de conscience et des dossiers à fournir. Et alors peut-être me direz-vous que je me suis trompée dans l'information, mais je n'en suis pas sûre et je pense que ça peut inquiéter quand on regarde de près la législation. Merci. Pour la première question, j'ai envie d'y répondre directement. À savoir, la réalité, en cas d'accident industriel, amènerait le préfet, si l'ampleur de l'accident est conséquent, à prendre la direction des opérations de secours. Bien entendu, et on l'a vu sur Lubrizol avec des remarques sur l'effet retardé de la fameuse sirène qui a symboliquement fait apparaître qu'un PPI avait été déclenché, amènerait le préfet, avec le soutien des maires, à s'assurer que l'alerte a été entendue. Dit autrement, de la responsabilité des maires en soutien au dispositif préfectoral, de s'assurer que tous les établissements recevant du public ont bien entendu la sirène ou en tout cas les autres modalités d'information. Et vous plaidez une idée de l'IRMA que de consolider demain, puisque je le disais tout à l'heure, la mise en place et la généralisation des plans d'organisation et de mise en sûreté dans ces établissements où on a des usagers, de manière à ce que le chef d'établissement, sur instruction des autorités, sur ordre des autorités, soit amené à mettre à l'abri ses usagers.
Hein. Donc il y a une réflexion qui sera engagée avec le SPI qui va dans ce sens-là pour promouvoir ces POMS dans l'Isère. Hein. Donc c'est une action qui sera développée, si Corinne veut en dire un mot dans quelques minutes. Ça, c'est une réalité. Ensuite, et je reformule votre question et vos interrogations avec le doute que vous aviez, elle est sans doute liée au projet de loi simplification de la vie publique. Hein. Et là, je vais me retourner vers peut-être Monsieur Campillo, à savoir concrètement, sur une instruction par rapport à une extension de capacité de production, de stockage sur un site industriel qui est classé, est-ce que, et là je reformule, le préfet peut surseoir, entre parenthèses, ou en tout cas accélérer les autorisations sans attendre une quelconque autorisation de l'autorité environnementale, le cas échéant également des instructions diligentées au niveau local par les DREAL, inspecteurs qui doivent donner un avis, rendre un avis au préfet avant toute prise de décision. Et ça, vous faites allusion à ce projet de loi qui est toujours en cours d'instruction, de simplification de la vie publique. Alors j'ai oublié, c'est... Accélération, ça peut dire. Voilà, accélération. Merci M. Campillo d'y répondre. Alors, je pense qu'il faut, là encore, faut contextualiser. Donc, le projet de loi accélération et simplification de l'action publique reprend un certain nombre de recommandations du rapport Kasbarian, comme on l'appelle dans la sphère État, qui visait à essayer d'améliorer l'attractivité du territoire français pour le développement industriel. Donc il faut, voilà, c'est clairement, on est dans une logique de maîtrise des risques, mais en gardant à l'esprit l'idée que le développement industriel et l'existence, la pérennité de l'industrie sur le territoire français est important. Et donc c'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui sont dans ce projet de loi qui est actuellement en cours de débat à l'Assemblée nationale, donc je ne peux pas vous dire comment le texte finalisé retiendra ou adaptera le projet actuel, mais vise effectivement à accélérer un certain nombre de procédures. Sur la capacité du préfet ou de la DREAL à ne pas attendre des compléments de dossier qui seraient jugés nécessaires au regard de la procédure, ça c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une procédure, on la respecte. Si on estime que des compléments sont nécessaires pour instruire correctement le dossier, on demande ces compléments et on attend que l'exploitant les fournisse. Une des dispositions peut-être à laquelle vous faites allusion, c'est la capacité pour certains porteurs de projets d'anticiper l'autorisation d'exploiter pour commencer certains travaux. Ce qui ne leur donne pas l'autorisation d'exploiter, mais ce qui leur donnerait la capacité d'anticiper les travaux et de gagner un peu de temps, étant entendu qu'ils réaliseraient ces travaux à leur risque et péril, c'est-à-dire que, in fine, si ce qui a été construit ne répond pas à l'autorisation qu'ils ont, ils ont obligation de le détruire ou de le modifier. Mais ça, c'est un des éléments du projet de loi qui n'est pas encore stabilisé puisqu'il est encore en débat au Parlement. Merci, et je vous invite à aller sur Internet. Sur ces questions-là, il y a pas mal d'avis, de questions diverses. On arrive au bout, puisqu'à 11h40, on lève le camp, si vous me permettez le terme. Est-ce qu'il y a encore quelques dernières questions ? Gérard Perrotin, le président, s'il veut venir devant l'écran, peut-être. C'est-à-dire, je voulais avant de clôturer cette session. Excusez-moi. Je voulais répondre à un monsieur qui est fortement impliqué, d'après ce que je comprends, en tant que citoyen. Justement, et moi, la question que je voudrais vous poser, parce que bon, je suis un ancien élu à la commune de Salé-sur-Sanne, j'étais en charge justement de tout ce qui était gestion, enfin de la sécurité civile de manière beaucoup plus large. Et moi, je me suis souvent trouvé effectivement à vos places lors de rencontres en particulier. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les relations, vous l'avez évoqué,
au travers, par exemple, des comités de suivi de site, je crois que vous en avez parlé, mais avec justement la commune de Grenoble, où le site Umicore est implanté, c'est ça. Parce que là, pour les élus, on est un peu le point charnière, si vous voulez, entre les industriels, les services de l'État, hein, puisqu'on participe à l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques. Il y a les fameux aussi PP, les plans de prévention et de mise en sûreté, voilà, sur les établissements scolaires. D'ailleurs, là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin bon, pas de manière négative, hein, mais de compléter justement ces informations. Et là aussi, je rejoins les propos de la dame qui parlait du milieu scolaire, qui est très important là aussi, parce que c'est un vecteur de communication et d'information qui est essentiel, parce que ça va plus souvent des enfants vers les parents que des parents vers les enfants. Mais pour revenir donc à votre implication citoyenne, est-ce qu'il y a des choses justement que vous relevez un certain déficit relationnel avec les communes, et en particulier donc la ville de Grenoble? Je vous réponds volontiers. Donc Bruno Ferrand, riverain Umitoire, mais je dirais, bien que né à Grenoble, je vais faire une réponse de Normand, c'est-à-dire j'espère qu'il y a un nouveau mandat et que ça sera mieux que pendant l'ancien. Oui, non mais au-delà, si vous voulez, du côté purement personnel, relationnel avec des personnes, avec les élus, c'est sur l'efficacité des moyens qu'on a. Par exemple, je prends le cas, bon, c'est pas avec la commune, mais je prends les comités de suivi de site. On a parlé des CSS. Bon, très franchement, ça a été une concentration des fameux comités locaux d'information ou des CLIS aussi, les comités locaux d'information et de sécurité, qui ont été rassemblés dans ces CSS, enfin ces comités de suivi de site, avec un ordre du jour, parce qu'on se réunit très peu souvent, qui est faramineux, et donc on n'a pas le temps, on reste un peu toujours sur nos... Même si les industriels, quand ils viennent présenter leur bilan environnemental et tout ça de production, c'est très intéressant et très, je vais dire presque exhaustif, mais on n'a pas le temps de discuter. Et pour un élu, c'est très frustrant. En plus, on n'est pas tous des experts en chimie, en physique et en matière de sécurité. Donc j'espère effectivement que des matinales comme aujourd'hui, hein, c'est la première fois que j'y participe, enfin j'y ai participé, mais en tant qu'élu, en particulier sur Roussillon dernièrement, et je trouve qu'il faut qu'on apporte dans les échanges de la crédibilité, de la confiance, voilà, qu'on puisse échanger à un même niveau. Alors, je sais, les services de l'État font un très gros effort pour se mettre vraiment au niveau, en évitant d'utiliser des acronymes, même si c'est un peu le réflexe aussi. Mais là-dessus, je crois que si on veut réussir dans la culture de sécurité, au niveau des citoyens, bien entendu, qui sont des acteurs incontournables, et en particulier pour un maire, hein, enfin un peu ses adjoints, parce qu'il doit protéger, informer, protéger, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ça, c'est un élément essentiel. Et je pense que des personnes comme vous qui s'investissez en tant que citoyen, vraiment par rapport à toutes ces interrogations qu'on est en droit de se poser, c'est très important. Donc il faut qu'on trouve entre nous beaucoup de crédibilité et de confiance pour pouvoir échanger. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On arrive presque à la fin. Moi, je voudrais saluer tous les intervenants et je reprendrai les termes de Monsieur Cartier du CNRS, hein, c'est légitime, pour saluer la composition qui a permis à cette matinée de se tenir par ces intervenants. Je voudrais remercier les personnes qui étaient en visioconférence, parce que là, ça chatte, hein, ils échangent entre eux, hein, notamment le SDIS 13 et le SDIS 76, qui se proposent d'échanger ultérieurement. On a eu des réactions, j'en dis une, pas plus, parce qu'elle nous tient à cœur à l'IRMA, les collectivités ont un rôle à jouer important en matière de gestion des secours et de la sauvegarde, et les plans communaux de sauvegarde doivent être mis en place, se généraliser. J'ajouterais, on doit s'assurer du maintien opérationnel de ces dispositifs. Je salue Claire Lugier du CNFPT de l'Isère qui nous signale en nous remerciant que c'était très intéressant. Salut à tous. Je terminerai par un effet d'annonce et je demande à celui qui tient le PowerPoint de rappeler ce qu'il en est. Le PowerPoint, s'il vous plaît, pour faire l'effet d'annonce sur la journée Les Bons Réflexes. Je sais que ça tient à cœur à Corinne.
Et l'idée, c'est de pouvoir vous donner cette information, puisque pour poursuivre dans l'acculturation, eh bien, on a différentes informations sur les matinales de l'IRMA, mais c'est celle-là qui vous intéressera, qui bien sûr sera attentiste pour les organisateurs par rapport à la situation Covid, mais notez dans vos calepins, à vos agendas, cette session qui se tiendra sur Lyon et sur laquelle vous aurez des informations sur le contenu sur Internet. Gérard Perrotin, vous voulez ajouter quelque chose à un mot de conclusion ? Oui, parce que je vais me risquer un petit peu, mais on en discutera avec l'équipe de l'IRMA, puis aussi les administrateurs, pour pas rester sur un peu notre faim par rapport aux questions. C'est ce que je vous disais, des fois on sort, même si je pense que la session s'est tenue dans de bonnes conditions. D'ailleurs, il faut remercier effectivement la métropole pour ces conditions de session vraiment très intéressantes. Aussi la qualité des intervenants qui ont été très précis. Mais on va en discuter avec l'équipe de l'IRMA pour qu'on puisse, moi j'ai recueilli un peu quelques questions, on n'a pas pu apporter des réponses vraiment précises, qui peut se comprendre, et on pourra faire sur notre site un lien qui vous permettra de recueillir ces réponses de manière plus précise. Je prends le cas par exemple du nombre de visites et des occurrences par rapport aux inspections. Donc ça peut être des chiffres intéressants quand on en discute, parce que des fois on peut critiquer certaines choses, puis quand on se rend compte des inspections qui sont faites dans certaines conditions en plus, avec des règles au niveau national, c'est intéressant. Donc on va essayer ça, je m'avance un petit peu, mais je pense qu'on peut le réaliser avec l'équipe de l'IRMA et puis aussi avec le concours de Corinne et puis des services aussi de l'État, apporter sur notre site des réponses bien précises par rapport à ce qu'on a pu recueillir et qu'on n'a pas traité complètement ici. Voilà. Écoutez, merci.